beaucoup à Santé Sud de m'avoir invité. Et avec tellement de force, là, les phrases de Didier Bueno et Jean-Pierre Cavalier, par exemple, auxquelles je pourrais me rallier en grande partie, font que ça n'est pas si facile comme ça d'intervenir ensuite. Mais bon, je vais quand même essayer. Mais surtout d'abord, vraiment merci de m'avoir invité, parce que le fait d'avoir pu assister à cette journée, pour moi, a été une source d'immense plaisir, et j'aurais envie de dire aussi, paradoxalement, d'espoir. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Alors, une chose que, en tout cas, cette journée me paraît attester, c'est que les personnes travaillant avec des migrants, les personnes travaillant dans l'humanitaire, les personnes travaillant avec des réfugiés, je reviendrai sur ces mots, on est tous des témoins, j'aurais envie de dire des grands témoins de ces souffrances que vivent les migrants que nous rencontrons, les réfugiés que nous rencontrons, et en ce sens-là, nous avons en quelque sorte une responsabilité. Je pense que nous sommes des témoins privilégiés. Et aujourd'hui, nous avons vraiment été des témoins hyper privilégiés, parce que je trouve que nous avons eu une chance infinie de pouvoir entendre Ibrahim Diallo au début de cette journée. Je dis une chance infinie parce que c'est pas tous les jours quand même que quelqu'un qui est arrivé comme demandeur d'asile depuis un mois en France, alors en tout cas en Suisse, c'est pas l'habitude, mais je pense qu'en France non plus, puisse s'exprimer devant un parterre comme ça de professionnels, parviennent à faire le récit de sa migration pratiquement in vivo de ce qu'on a peut-être supposé en lisant les journaux ce dernier mois, à le faire en plus avec une maestria et un calme que je trouve absolument admirable, et qui fait qu'en fait, ce que je trouve qu'il y a de génial là-dedans, c'est que pour une fois, une personne qui vient d'arriver a eu la chance d'avoir droit à une voix, et qu'en ayant droit à une voix, ça nous apprend énormément de choses, et que peut-être une de nos responsabilités, c'est de donner de la voix. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire que si je regarde, et moi je peux qu'admirer la force d'Ibrahim, ce côté absolument extraordinaire de prendre des initiatives, faire du travail associatif bénévole en Turquie, de vouloir changer quelque chose à l'histoire. Mais je dirais, malheureusement, la plupart, personnellement, des personnes qui arrivent et que je rencontre en Suisse, l'ont peut-être ont eu au début cette force, peut-être qu'elles l'ont égarée entre-temps, mais qu'il ne faudrait pas se fier, pour ceux qui connaissent peu les demandeurs d'asile, de voir cette sérénité avec laquelle Ibrahim nous parle de cette histoire, de penser que toutes les personnes qui arrivent pourraient le faire avec une telle sérénité. Et je reviens sur le fait que, de ce que disait, j'ai des problèmes avec les noms, Didier Bueno tout à l'heure, moi c'est vrai que quand j'entends les personnes avec lesquelles je travaille, moi-même j'ai pas beaucoup de sérénité parce que j'ai aussi souvent les larmes aux yeux. En plus, évidemment, ça fait les échos avec les autres témoignages que nous avons vus et que j'ai trouvé aussi extrêmement poignants, de la personne de Syrie, du Darfour, ou du mineur du Libéria. Je trouve que c'est intéressant parce que ce débat sur les mots qu'il y a eu, il est vraiment très important. Il est vraiment très important parce que, effectivement, l'État en Suisse ou en France, c'est la même chose, va utiliser ces mots en fonction de définitions administratives qui n'ont finalement absolument rien à voir avec la manière dont la personne se sent être. Et le fait de dire le mot migrant ou le mot réfugié a quand même une incidence très grande sur l'impression que celui qui nous parle, la personne migrante, entre guillemets, se sont reconnus dans le vécu et le sentiment qu'elle a eu d'avoir eu une légitimité de rechercher sa survie en partant. Donc les mots qu'on utilise, peut-être, il y a une certaine légitimité à ne pas avoir les mêmes selon l'endroit où on est, où on travaille, mais je pense que dans les endroits où plusieurs d'entre nous travaillons, ça a une certaine légitimité très forte de parler de réfugiés, simplement comme mode de reconnaissance de l'autre. Et puis, je fais le lien avec ce titre un peu obscur, là, la migration comme métaphore,
Alors c'est vrai que c'est le titre d'un livre que vous avez été super gentil de le mettre comme titre du livre. Je dirais que, évidemment, quand on a parlé de migration aujourd'hui, c'était pas tellement de migration métaphorique, donc on a parlé surtout de réelle migration, de migration dure, je dirais. Mais je vais quand même juste vous dire, en fait, migration comme métaphore, c'est dans le sens où j'en suis venu à penser au fil du temps et en travaillant avec des personnes venant d'ailleurs, qu'en réalité, on ne pouvait pas faire la distinction entre les autochtones et les migrants, et qu'en réalité, nous étions tous des migrants. Nous étions tous des migrants parce que nous migrons à un moment donné d'une région à l'autre, etc., etc. Mais en plus, et je reviendrai dans 2 secondes, c'est que nous migrons tous dans le temps. Nous changeons de monde au fil du temps. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une migration. Nous pouvons apprendre de ce que vivent les migrants pour penser, j'ai envie de dire, le travail avec n'importe qui. Maintenant, si nous sommes tous des migrants, nous ne sommes pas tous des réfugiés. Et je dirais, là, il y a aussi effectivement une distinction importante à faire, et que de parler de... Je pense que nous avons tous une essence migrante, mais que, évidemment, ça implique, pour ne pas semer de confusion, qu'on puisse reconnaître ceux qui sont des réfugiés, et simplement pas des demandeurs en attente perpétuelle d'asile. Alors, migration dans le temps, j'ai envie de dire que c'est... Effectivement, vous ne saviez pas l'année passée, quand vous aviez décidé de décider ce choix du thème pour la journée d'aujourd'hui, l'actualité de cette année. Et j'ai envie de dire que l'actualité de cette année montre bien qu'on est dans un monde en mouvement, et dans un monde qui se transforme plusieurs fois, et je réévoquerai peut-être ça tout à l'heure. On a évoqué les années 84, 86, il y a donc une trentaine d'années, des changements qu'il y a eu, on pourrait dire une migration des politiques dans l'accueil des migrants, et qui ont certainement eu des relations avec le rapport entre les autochtones et les migrants. Et ça, à mon sens, c'est important de penser cela, nous ne sommes pas dans le même monde. Et en quoi nous ne sommes pas dans le même monde cette année que l'année passée? Alors, on pourra toujours évoquer l'accélération du temps, on pourra évoquer le fait qu'il y a eu, je ne sais pas, je ne me rappelle plus des chiffres qui étaient là, de centaines, milliers de morts en Méditerranée pendant cette année. Moi, je dirais que ce que ça nous apprend, en fait, ces tragédies des naufrages, c'est que l'on va dans le mur. Et que, certes, les migrants vont dans le mur en mouvement à certains moments, mais nous, on va aussi dans le mur avec les politiques de migration qui, effectivement, en reculant sans cesse les frontières, en fait, les frontières dans le sens d'éviter à tout prix que les personnes viennent ici, eh bien, malgré ces politiques chaque fois plus restrictives, alors en Suisse en tout cas, mais je pense que ce n'est pas le seul endroit, mais surtout en cherchant d'exporter nos murs, eh bien, ça n'empêche pas des migrants d'arriver. Donc, en gros, peut-être que là, il y aurait notre société, nos sociétés, devoir réaliser que là, c'est une politique qui ne marche pas, et que donc, il faut peut-être imaginer quelque chose d'autre. Parce qu'évidemment, toute migration implique des deuils, nos migrations dans le temps aussi, et un des deuils, c'est peut-être se dire qu'on se trompe. Alors, les impacts sur la santé, c'est impressionnant tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est impressionnant que tant un non-professionnel de la santé comme Ibrahim, que comme un professionnel de la santé comme Bernard, quand les deux vous parlez de la réalité en Turquie, vous parlez d'un énorme pourcentage de personnes qui vivent de la souffrance psychique. C'est impressionnant si on regarde effectivement le fait que la mort, c'est évidemment l'envers de la vie et que le nombre de morts en Méditerranée ne peut que nous interroger. Une des choses que j'ai appris aujourd'hui et que j'ignorais totalement, c'était les naufrages dans le Sahara que Ali Bensah nous a permis de découvrir. Ce nombre de personnes effacées de la réalité, un dommage à la santé qui est absolument, encore une fois, catastrophique. Quand on voit que des politiques en tant que Suisse, je me sens un peu mal, parce que je vais dire quelque chose, une ou deux choses qui ont lien, pas c'était évoqué aujourd'hui avec la politique française, mais quand évidemment on voit ce qui est
que les politiques en lien avec Mayotte et les Comores, ben, ça signifie qu'indirectement, ça a des impacts sur la santé aussi des personnes concernées. Eh bien, voilà, quand on voit qu'on arrête Mare Nostrum, que ça a des implications sur le nombre de personnes qui se noient, quand on voit la conséquence des centres de rétention, est-ce qu'on voit qui peut être vécu là-dedans, quand on voit que... alors, je dois avouer que je connais mal, encore une fois, l'histoire française, mais si par hasard la plateforme Asile, comme vous dites, s'en va et qu'il n'y en a pas de moyens, ben, je peux imaginer que ça va avoir des impacts sur la santé des personnes. Ce qui est aussi sur les mineurs non accompagnés avant, pendant le voyage et aujourd'hui, parce qu'en Suisse on parle de mineurs non accompagnés et pas de mineurs isolés étrangers, ces conditions clairement dites de non-accueil, j'ai quand même envie de dire que c'est impressionnant effectivement les impacts sur la santé, mais aussi la responsabilité de nos sociétés sur la santé des personnes migrantes, alors pas seulement ici, mais pendant le voyage et là-bas, vu qu'on a une certaine responsabilité dans les murs qui sont mis. Et moi, la question qui me venait, alors je vais un peu au-delà, c'est vrai que j'étais intéressé ces jours, hier, quand je venais de Suisse, dans le train, dans le TGV, je lisais le supplément du Monde, dans quelques pages du Monde diplomatique sur la question du climat, avec la conférence sur le climat à Paris. Et c'est vrai qu'on parle des empreintes en termes de CO2 que laisse un certain nombre d'entreprises, de consommateurs, etc. Moi, je me demande si on ne devrait pas imaginer d'essayer de calculer des empreintes sur la santé de notre politique migratoire occidentale. Il s'agirait de peut-être réfléchir pour donner quelques... Je crois que la réalité d'un certain nombre de chiffres peuvent permettre de prendre conscience, mais j'étais passionné par le fait, mais alors vraiment passionné par le fait que Sophie Beau, quand elle a évoqué la notion de crime contre l'humanité en lien avec non-assistance à personne en danger, j'ai personnellement l'impression que les problèmes de santé évoqués là sont tellement gros qu'il faut aussi avoir un langage qui appelle un chat, si on veut faire bouger les choses sur un plan sociétal. Alors évidemment, ça a un certain nombre d'implications. Moi, comme tout le monde, et comme jusqu'à ce matin, jusqu'à l'intervention de Paul Bénos, de président de Santé Sud, quand il a parlé des passeurs malfrats, moi j'ai gobé ça comme ça, hein, parce que j'ai toujours pensé que les passeurs étaient malfrats. Mais c'est important, et ça c'est une des choses que m'a apporté cette journée, c'est tout de me rendre compte, mais moi je marche dans le discours qui est constamment répandu. Alors c'est évidemment certainement pas des anges, mais évidemment si on imagine que c'est aussi des migrants qui sont arrêtés sur les grillages de Ceuta et Melilla, si on se dit que malgré tout c'est grâce à un passeur qu'on arrive à rencontrer les migrants d'Istanbul, et puis que Médecins du Monde peut faire autre chose, en tout cas on se dit que ce n'est pas les principaux coupables. D'ailleurs, c'est en tout cas pas eux qui ont fabriqué les migrants, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai envie de dire, ce que j'ai appris aujourd'hui, mais vraiment très fort, et moi ça me donne un espoir fou, c'est oser changer de discours, interroger tout notre vocabulaire. Bon, je reviens... c'est un petit peu dans le désordre, mais je reviens quand même sur des associations quand même intéressantes. Je reviens sur cette migration que peut-être nos sociétés ont vécue vers la fin des années, la seconde moitié des années 80, début des années 90, entre autres autour de la politique de migration. Et je ne me rappelle plus, je crois que c'est Jean-Pierre Cavalli qui a fait le lien. Peut-être je me trompe, mais avec le néolibéralisme, je pense que c'est pas totalement faux. Je pense que l'OMC apparaît en 1993. Je pense qu'il y a tout un changement qui se passe à ce moment-là. C'est d'ailleurs en même temps que le premier sommet, le sommet de Rio sur le climat, et que, oui, 5 minutes, j'y arrive, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des coïncidences qui ne sont pas tout à fait un hasard. Et je trouve que plus on peut travailler ensemble dans quelque chose de l'ordre vraiment d'une multidisciplinarité réelle
pour réfléchir ensemble tous ces enjeux de la santé. On ne peut pas le prendre tout seul aujourd'hui. Économique, social, j'aurais même envie de dire climatologique, doivent être pensés ensemble. Alors, je vais peut-être juste, mais là vous allez m'en vouloir terriblement, c'est le fait que je vais quand même faire un petit parallèle avec la Suisse. La Suisse est connue pour être terrible avec les étrangers. La Suisse a une histoire de xénophobie qui ne date pas d'hier. Dans les années 1970, ça avait été connu pour les initiatives Schwarzenbach, où il s'agissait de limiter à X% la population étrangère, ce qui serait revenu à foutre dehors la moitié des Italiens. Depuis, on a pas mal de partis anti-étrangers, etc. J'ai quand même envie de vous dire, et malgré le fait que moi je trouve que vraiment la politique vis-à-vis des demandeurs d'asile ou requérants d'asile en Suisse n'a fait que se péjorer depuis 20 ans, malgré le fait de ce discours de droite, eh bien, en Suisse, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui est demandeur d'asile est le 100% et pas 1% à droit à un lit à partir du jour où il a annoncé demandeur d'asile. Que les mineurs non accompagnés ont le droit à un foyer, c'est pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a un foyer pour mineurs non accompagnés qui existe. Il y a la possibilité très rapide d'une aide à la santé, et c'est vrai que quand je vous entends, je tombe un peu des nues, même si je suis déjà venu plusieurs fois en France, mais je me dis, c'est quand même impressionnant qu'il n'y ait qu'un tiers de ces demandeurs d'asile qui soient logés chez les TADAS. S'il n'y avait pas des bonnes âmes, comme les Grandjean ou autres, il y en aurait un tas qui seraient à la rue. C'est quand même terrible, terrible, terrible. Il y en a qui sont à la rue pendant 4-6 mois, mais moi, pensez, j'ai connu un tout petit peu Marseille, parce que j'ai passé 6 mois sur les îles du Frioul, mais d'imaginer de passer 4 ou 6 mois dans la rue à Marseille en ayant moins de 18 ans, c'est la catastrophe la plus totale. En tout cas, aujourd'hui, on l'a appris. Alors, donc ça, on s'est interrogé sur ces déterminants de la migration. On en a fait toute une liste, on a vu qu'ils étaient imbriqués. On peut mettre quel ordre on donne entre la violence qu'il y a dans un certain nombre de contrées et les situations économiques. J'aurais quand même envie de dire et de rappeler que même par rapport aux questions de violence, indirectement, dans la plupart d'entre elles, un jour ou l'autre, l'Occident y a été un peu pour quelque chose. Alors en humanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Moi, j'ai pas grand-chose à vous proposer, à vous mettre sous la dent, si ce n'est que répéter ce qui a été dit, à la fois par Bernard Grandjean par rapport à ce qu'on peut faire dans l'humanitaire au niveau de la santé mentale en Turquie, à la fois de ce qu'il y a, décidément, je dis 5 fois un nom, et je l'oublie encore, c'est un scandale, ce qu'a dit Benoît à un moment donné, la question de l'accueil, la question de l'hospitalité, ah oui, ça c'est aussi Cavalli, la question du lien humain avec l'autre, un lien que moi personnellement j'appelle un lien de reconnaissance mutuelle, où l'autre se sent reconnu par ma présence. Quelqu'un à la pause oh non, sinon je m'éloigne, eh bien, c'est énorme, c'est pas rien du tout, c'est déjà quelque chose. Et effectivement, moi j'ai aussi appris, alors c'est là qu'on a vraiment des apprentissages communs, qu'on soit d'ailleurs médecin généraliste ou psychiatre, on peut faire le même type d'apprentissage, que cette question de l'accueil est absolument fondamentale, et que sinon faire de la psychiatrie sans penser cela, c'est jamais thérapeutique. Et là, c'est finalement des choses toutes simples qu'un tas de personnes pourraient faire, simplement en reconnaissant l'autre comme un semblable, un autre être humain comme soi. Ce qui nous permet d'ailleurs de nous rendre compte que si on avait eu ce parcours, moi j'aurais certainement pas eu le courage et le culot d'Ibrahim pour arriver jusqu'ici. Et puis la deuxième chose, j'ai envie de dire, qu'on peut faire, c'est oser. Et je dois avouer que j'ai une conviction qui m'est apparue au cours de la journée, que je n'avais pas ce matin, mais ce soir je suis convaincu qu'il faut absolument chercher ou se battre ou dire
militer pour une libre circulation rapide des personnes migrantes en Europe, que je pense que, y compris par rapport au risque évoqué tout à l'heure de xénophobie, etc., de toute façon cette xénophobie est là, et que simplement la plupart des discours c'était de s'adapter pour ne pas trop titiller les susceptibilités des personnes qui rejettent l'autre. Et je pense qu'il faut aller un peu plus fort. Et donc je pense que j'aurais envie de dire que pour moi la journée d'aujourd'hui a été un plaidoyer pour la libre circulation. Je sais bien que 90% d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi, mais comme je suis suisse, je me permets de dire quelque chose de différent. Ok, merci beaucoup.